Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la Crypto News, notre rendez-vous du lundi au vendredi pour analyser les news crypto. Alors oui, on change un petit peu, on va pas avoir qu'une quotidienne ce matin, j'ai décidé de disséquer la quotidienne qui commence à être très longue, généralement j'avais des difficultés à faire moins de 30 minutes, donc je la dissèque en deux parties, une partie qui va être plus podcast sur les nouvelles, dans lequel je vais présenter les différentes nouvelles, avec des supports, chose qui a été demandée plusieurs fois, et après je vous fais une deuxième vidéo avec l'analyse technique pure et dure, vraiment, pour disséquer les deux de façon à ce que vous ayez les informations séparées en fonction des appétences que vous avez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vais tester tout ça cette semaine, si jamais ça plaît, c'est un format qui vous plaît, bah à ce moment on continuera, si c'est pas le cas, bon, on retournera sur l'ancienne quotidienne avec le setup habituel, à vous de me dire. Et avant de commencer, on like et on partage la vidéo, ça aide au référencement, et on attaque tout de suite les nouvelles avec quelque chose qui est assez lourd, qui est assez lourd parce que ce qui se passe autour de FTX et ce qui se passe autour de SBF et de Caroline, donc la CEO de Alameda, fait que on voit notamment une certaine clameur de la population qui commence à monter doucement, mais surtout fortement, alors que ce soit au niveau de crypto Twitter, que ce soit au niveau des différents médias. En effet, de nombreuses personnes justement commencent à s'interroger sur la ou les raisons pour lesquelles SBF, par exemple, n'est toujours pas mise en examen, n'est pas incarcéré. Est-ce que ce serait lié notamment aux nombreuses donations qui ont été faites, notamment par lui, aux politiques, à savoir qu'il y a eu un soutien aux démocrates qui a été fait de façon vraiment ostentatoire, avec notamment des donations colossales, on parle plus de 1 milliard de dollars de donations qui ont été données pour la campagne des démocrates, ce qui est vraiment énorme, et à côté, on aurait justement aussi des donations qui avaient été effectué à des républicains, mais de façon beaucoup plus discrète. Elon Musk, justement, a fait un tweet dessus et parle de quand même 1 milliard réel de donations qui a été donné aux démocrates, ce qui est vraiment énorme. Et donc forcément, il y a toute une notion de protection. Comment ça se fait que quelqu'un puisse se pointer d'ordre général aux US et ne pas être incarcéré, vivre correctement. Classiquement, on sait où il se trouve aux Bahamas, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune tentative de saisie de cette personne, ou de saisie de ses biens, pour pouvoir rentrer, alors qu'on sait réellement qu'il y a eu une malversation dure. Bon, ok, comment c'est possible? Comment ça se fait? Et on est en train de voir d'autres choses, c'est que là, par exemple, je vous ai mis un tweet qui est tombé hier, qui est justement le fait qu'on a reconnu Caroline, qui se trouve ici, et on demande une confirmation. Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est bien la CEO d'Alameda qui se balade à Manhattan, alors que, historiquement, on a dit qu'elle se trouvait à Dubaï, enfin à Hong Kong ou à Dubaï, pour pouvoir, justement, échapper à la police, alors que, a priori, elle est dans un café au milieu de Manhattan, classiquement. Et tout le monde se pose la question, comment c'est possible, et à quel moment des personnes qui ont fait des malversations de ce style-là ne sont pas inquiétées, ou aussi peu inquiétées. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que il faut vraiment y réfléchir. Ensuite, dans les nouvelles, nous avons l'annonce de Bybit pour un second layoff, donc pour un second tour de chômage, avec quand même encore 30% de départ forcé. Alors, il faut comprendre que, du coup, le message de Benzo, donc qui est le co-founder et le CEO de Bybit, se veut vraiment nous rassurer sur pourquoi il y a ce layoff, et notamment explique que c'est vraiment une décision qui est très difficile, et c'est normal, c'est quand même le deuxième layoff qui a eu lieu, le premier était en juin, là c'est le deuxième, on a eu quasiment en tout 50%, 45% je crois, des employés qui ont été licenciés. Après il faut comprendre un certain nombre de choses, c'est que le bear market entraîne quelque chose qui est très fort, qui est la diminution drastique de la fréquentation des exchanges. Notamment, ce qui s'est passé avec FTX renforce cette diminution. Il y a un exchange classique, qui ne fait pas un FTX, d'accord, vit principalement des frais qui prélèvent des transactions, alors que ce soit du coup en futur ou en spot, et à savoir que Bybit ne prélève pas de transactions sur le spot, d'accord, donc majoritairement que sur du futur. Donc ça veut dire que à un moment donné, il y a une diminution telle
de la volumétrie de transactions sur le futur qui fait qu'en effet, il se pose des questions sur la maintenabilité de la société et ce qui peut se passer par la suite. Donc forcément, quand on a un layoff, c'est logique. Ça veut dire que c'est aussi un signe de prévoyance. C'est pas forcément un signe de faiblesse, c'est un signe de prévoyance sur le fait qu'en effet, on est dans une période de contraction de liquidité, dans une période dans laquelle on a une diminution des fréquentations, et que oui, en effet, à un moment donné, pour maintenir le business, il va falloir faire un layoff, il va falloir monter. Tous ne sont pas comme Binance, qui ont préparé depuis très très longtemps ce bear market avec des liquidités colossales pour pouvoir continuer à investir massivement. C'est pour ça que le grand gagnant, c'est Binance, parce que Binance est capable de pouvoir embaucher toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont une politique d'embauche qui est juste colossale, et de continuer, tout simplement, à s'implanter partout, alors que les autres, n'ayant pas forcément anticipé ou préparé ce bear market de la même façon, sont obligés de contracter. Et d'ailleurs, cette contraction, elle est pas si différente que celle qu'on voit actuellement dans certaines sociétés actions, très très connues. On va parler de Tesla, on va parler de Amazon, dans lequel nous avons des contractions aussi de 10, 15, 20% des effectifs. Alors je parlerai pas de Twitter, parce que Twitter c'est un peu à part, mais on est quand même aussi dans une contraction dans laquelle les personnes sont en train de se préparer à un début de récession, et c'est aussi le cas, par exemple, de Benzo et de Bybit par rapport aux différents éléments qui nous sont donnés. Ensuite, on continue les nouvelles avec Coinbase, qui refuse de céder à Apple. Alors, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est... Pour rappel, Apple a bloqué l'application de Coinbase, notamment son wallet, demandant à Coinbase de reverser 30% des fees du transfert des NFT dessus. Donc là-dessus, on a un article de Cryptos qui nous explique un petit peu la relation entre les deux, et notamment qui nous met la discussion, le tweet de Coinbase sur la réponse qu'ils ont effectuée, et j'aime beaucoup, du coup, cette réponse. Quiconque comprenant comment les NFT et les blockchains fonctionnent comprendra que cela n'est clairement pas possible, même si nous le souhaitions. Ça, c'est très important de le noter, parce qu'il y a aussi une volonté de ne pas céder par rapport à ce qui est effectué. Et c'est en même temps compréhensible. Actuellement, il y a une petite guerre aussi qui s'effectue entre Twitter, Elon Musk et Apple, par rapport justement à ces frais-là, et à l'accès aux données. Si on regarde par exemple Meta, d'accord, donc Facebook, ce sont des réseaux sociaux qui fonctionnent majoritairement par l'utilisation des données et la récupération des données structurelles de l'utilisation de leurs applications. S'ils ne peuvent pas les récupérer, s'ils sont obligés de payer des transactions sur chacune des transactions qui sont effectuées, leur modèle économique ne fonctionne plus. Et donc forcément, Apple a un poids colossal sur eux, et en tout cas sur une partie de leurs utilisateurs, une partie de l'audience générale mondiale, parce que Apple représente maintenant quand même une partie qui est non négligeable. Bon, forcément, ça va jouer énormément, et c'est intéressant de voir comment ça va se dérouler sur Coinbase. Est-ce qu'on va avoir un retour de Apple ou pas? Quelque chose à suivre que je vais essayer de vous donner comme information, parce que c'est intéressant de voir le positionnement qu'il y aura par la suite. Ensuite, on connaît un petit peu plus, avec The Block, l'impact de Genesis sur Gemini, d'accord? On parle de 900 millions de dollars. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ramener à Genesis, ça reste quelque chose qui est gérable, d'accord? C'est un coup dur, mais ça reste quelque chose qui n'est pas insurmontable. Et bon, voilà, on note que Genesis, en plus, est toujours dans la mise en place de négociations pour clarifier justement les dettes avec ces différents investisseurs, et essayer de faire une levée de fonds pour éviter justement ce chapitre 11, d'accord? Donc, dessus, on n'a toujours pas de nouvelles. Genesis est toujours en cours de négociation. Je pensais clairement que ça allait aller plus vite de leur côté, sur lequel on allait voir soit une levée de fonds très rapide, ou soit un dépôt de bilan très rapide. Bon, là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et il va falloir voir comment ça va se dérouler par la suite, mais le fait que ça prenne autant de temps est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a en effet des véritables négociations qui sont en train de se faire. Ensuite, en parlant de ces négociations, là on parle d'argent qui manque. Il y en a qui ne manquent pas d'argent, on a notamment Engrave qui a levé 15 millions de dollars sur une série A, et Engrave qui est donc un fournisseur de hardware wallet très important. On parle beaucoup de Ledger, on ne parle pas
beaucoup de Ngrave. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Ngrave, rapidement, Ngrave, c'est voilà, un petit hardware wallet qui de cette façon-là, avec un écran Plexi, qui a en tout cas une particularité, c'est qu'il n'est pas interconnectable avec quoi que ce soit, d'accord? Il n'y a pas de port USB, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien. Le système est assez intéressant comme concept, hein, c'est-à-dire que tout est stocké dessus, et quand on veut utiliser, alors je vais scroller un petit peu, hein, il est vraiment très mal fait leur site, mais d'ailleurs, intéressant, il y a Asher qui en parle. Après, d'après ce que j'ai cru comprendre, il fait partie des seeders, donc des personnes qui ont investi dans la mise en place. On a un biométrique security qui est mis en place, et surtout, en fait, le principe, c'est qu'on a une application sur le téléphone portable, et en fait, on prépare la transaction sur le Ngrave, et ensuite, on le valide en scannant avec l'application le QR code qui se trouve sur Ngrave. Bon, c'est un système qui est un peu à part, j'ai tendance à préférer quand même Ledger, moi de mon côté, qui est peut-être plus simple d'utilisation, mais c'est vrai que Ledger, bon, bah voilà, quand on n'a pas la version Bluetooth, c'est aussi gênant, et c'est vrai que le fait que ce soit interconnecté à l'ordinateur et que ce soit connecté notamment aussi au Bluetooth, sont des risques de sécurité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tout dépend quel est le niveau de sécurité que vous voulez avoir, in fine, dans la mise en place. Est-ce que quelque chose qui est vraiment 100% cold wallet, parce que celui-là, par exemple, ne sera jamais interfacé avec quoi que ce soit, on passe par une application, bon, ça peut être intéressant. Moi, de mon côté, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Je préfère ma Ledger. Et je vais vous proposer un petit tweet aujourd'hui, donc je vais essayer de vous faire ça tous les jours, de vous donner un tweet, ou en tout cas un site qui est intéressant. Nous avons Iril, donc qui fait un certain nombre de choses, et notamment des vidéos plutôt fondamentales sur les écosystèmes, et qui nous a proposé un petit tweet, un petit thread Twitter sympa, comme tout, dans lequel il nous explique, bah tout simplement, alors du coup c'est une infographie qui a été détournée, qui existe déjà en anglais, hein, d'accord, mais qui explique très bien, et notamment en français, on va le préciser, la complexité des crypto-monnaies, et notamment à quel point, quand on s'enfonce, on a des difficultés qui arrivent, et que plus on descend, bah plus la complexité est forte, c'est-à-dire que quelqu'un qui commence dans les crypto-monnaies, ou même qui a un niveau ok en crypto-monnaie, ne sait pas forcément ce que c'est un arbre de Merkle, ou le ZK Knowledge, ou le slashing, et forcément c'est intéressant de voir ça, et on se retrouve sur voilà, des petites explications qui sont très bien faites avec les différents éléments, à quoi ça correspond, et c'est quelque chose qui devrait déjà être statué au fur et à mesure de l'avancée des personnes dans la compréhension de la crypto-monnaie. Ce sont des petits points très intéressants, et c'est quelque chose peut-être à mettre de votre côté, si jamais vous avez besoin de vous référer à quelque chose, où on va avoir les différentes explications au fur et à mesure, et le thread est plutôt complet, d'accord? On a quand même pas mal de threads, on a quand même pas mal d'explications, comme vous pouvez le voir, et on descend sur des choses de notion de data availability. Alors après, ce sont toujours des explications en une phrase, d'accord? Ce n'est pas le concept, ce n'est pas suffisant quand on veut aller plus loin, mais en tout cas, ça permet d'avoir une idée générale de ce que ça représente, à savoir que j'ai déjà parlé par exemple de notion de data availability de Merkle Tree, et c'est vrai que je n'ai pas forcément expliqué la finalité de chacune, et ça vous permet de comprendre très facilement ce qu'il en est, et de pouvoir comprendre l'ensemble des vidéos plus techniques dessus. Donc en tout cas, voilà, super taf dessus, donc ça valait le coup de le noter, et on va se retrouver pour la vidéo prochaine, qui va être du coup sur la partie technique. Je rappelle, j'ai découpé la quotidienne en deux parties, à vous de me dire si ça vous plaît ou pas, en commentaire et ou sur le Discord d'ailleurs qui est à disposition en commentaire et en description. N'hésitez pas à rejoindre, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et on a mis en place une partie premium pour tous ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et le Discord, dans lequel vous y retrouverez une formation, des informations complémentaires, des stratégies d'investissement, des stratégies de trading, des lives hebdomadaires, des analyses sur globalement tous les différents coins, et des analyses que j'effectue tous les jours en complément de la quotidienne sur le marché. Je vous dis à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.